Sound Girls, Sound Boys, bonjour. Je suis Renaud et vous regardez Arrête ta flûte, générique. You are now about to witness the strength of street knowledge. Boys and girls, listen up. I came in the rap humble. I don't give a fuck now. Arrête ta flûte ou je t'insulte. Je sais même pas pourquoi je discute avec un freestyle. Arrête ta flûte, épisode 1, arrêté avec Tupac et Biggie. Une vidéo que vous pourrez trouver provocatrice. J'en peux plus de tout le foin qu'on fait autour de ces deux-là, c'est très simple, moi je les ai carrément bloqués de mes plateformes de streaming parce que je n'en pouvais plus d'entendre leurs sons, des sons bricolés après leur mort, les pseudo-featuring là avec Eminem, avec 50 Cent, pseudo-featuring Tupac, Biggie, et ils étaient fâchés entre eux au moment de leur mort. Et pour moi, il faut respecter la volonté des morts et il faut les laisser reposer en paix. Mais un autre truc qui me saoule beaucoup avec Tupac et Biggie, c'est le fait que quand tu demandes à un rappeur américain de te citer les 5 meilleurs rappeurs américains, il va presque systématiquement te mettre Tupac et Biggie à l'intérieur, comme si c'était une obligation morale. Et cette idéalisation de Tupac et Biggie, ça vient d'un truc extrêmement commun que je qualifierais de culte des morts. En gros, c'est le fait d'idéaliser quelqu'un parce qu'il est mort. Comme l'a dit Niro, le DJ de la mafia qu'un fric est mort à 34 ans et dont on reconnaît aujourd'hui le talent. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de moi. Je suis né en novembre 1997, donc quand je suis né, Tupac et Biggie sont déjà morts et enterrés depuis un certain temps, donc j'ai pas spécialement grandi avec leur musique. Moi, j'ai plus été influencé par 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, parce qu'il a traversé les époques, et DMX aussi. Donc la mort de Tupac et Biggie, ça m'affecte pas des masses. La mort de DMX en 2021 m'a beaucoup plus affecté parce que c'est quelqu'un que j'écoutais de son vivant et dont j'appréciais déjà la personnalité. Et je vais maintenant vous parler un petit peu de ces deux artistes et du rapport que j'ai avec eux, en commençant par Biggie parce que ça va être le plus simple, ça va être le plus rapide. Biggie, j'ai jamais spécialement été touché par sa musique. Voilà. Les sons que je préfère de Biggie, c'est Juicy, Hypnotize et Notorious Thugs avec les bonnes Thugs and Harmony parce que voilà, c'est les sonorités que j'aime. 90% des sons de ses albums, c'est ce son très New York old school, boom bap, un peu à la Wu-Tang. Dédicace à tous les pseudo-fans de Wu-Tang. On vous voit. De toute façon, si tu veux savoir si quelqu'un n'y connaît rien en rap, c'est très simple. Il te citera toujours Tupac et Biggie et un peu le Wu-Tang. Je peux plus juger des talents lyricaux d'artistes comme Lil Wayne ou comme Jay-Z parce que justement, j'aime plus les sonorités, j'aime plus les musiques sur lesquelles il rappe, donc je les ai davantage écoutées. Oui, Biggie c'était un grand lyriciste, maintenant le hip-hop ça existe depuis 50 ans. On va te citer Rakim pour les plus anciens, on va te citer Eminem, on va te citer Jay-Z et Nas, on va citer Scarface, on va citer Kanye West, on va citer Kendrick Lamar. C'est très subjectif, ça dépend beaucoup en vérité de l'époque à laquelle tu as grandi et des sons qui t'ont le plus marqué, les premiers sons de rap que tu as entendus. Mais comparer Biggie à un artiste comme Jay-Z, c'est très compliqué parce que Biggie est mort jeune et a juste eu le temps de sortir 2 albums de son vivant, Ready to Die et Life After Death, alors que Jay-Z est toujours en vie et il a eu le temps quand même de pondre 3 albums considérés comme des classiques de son vivant, à savoir Reasonable Doubt, The Blueprint et le Black Album. Et quand je précise de son vivant, c'est parce qu'il est bien évident que le fait de mourir jeune va amplifier le côté légendaire de tes albums et que si Ready to Die et Life After Death sont aussi légendaires, c'est en grande partie parce que l'artiste est mort jeune et puis en plus ils ont des titres très très évocateurs qui parlent de la mort et qui ont un côté prémonitoire, ce qui contribue à la légende. Parlons un peu de Tupac maintenant. Tupac, c'est quelqu'un qui transcende plus que Biggie les frontières du rap. C'est quelqu'un qui a touché par son côté révolutionnaire, son côté très provocateur. C'est peut-être en partie grâce à Tupac que je fais cette vidéo aujourd'hui par exemple. Une icône un peu à l'image d'un Malcolm X ou à l'image d'un Che Guevara, qui parle encore aux jeunes aussi à cause de cette image qu'il a de mec le plus vrai du rap game. Et cette image de mec vrai, il faut aussi la pondérer un peu pour comparer avec un autre rappeur que j'aime beaucoup, DMX, qui a été beaucoup comparé à Tupac au début de sa carrière. Mais DMX, c'est un peu le contraire de Tupac dans un sens, parce qu'il a commencé sa vie en étant un thug, c'était un voyou dans le ghetto, et puis il est devenu rappeur dans la rue d'abord, puis il a percé dans l'industrie, et enfin il a fait du cinéma, mais parce qu'on lui a filé
des rôles de voyous qui lui correspondaient bien et donc il pouvait tout péter parce que ça lui allait comme un gant. Tupac, c'est d'abord quelqu'un qui a fait du théâtre, qui a joué du Shakespeare, etc. et qui a d'abord joué des voyous au cinéma dans Juice et dans Menace to Society. Donc ça a d'abord été un acteur, puis un rappeur, puis un voyou par le biais du rap. Mais Tupac, il avait cette vision de la thug life très politique, c'était le voyou révolutionnaire en gros, mais c'est pas non plus lui qui a inventé ce truc, pour moi c'est plutôt Ice Cube. En gros, Ice Cube, c'était pas un voyou dans le ghetto, mais c'est devenu un voyou entre guillemets par le biais du rap, parce qu'il avait un fort talent de storytelling, et il est devenu une sorte de narrateur du ghetto, une sorte de représentant du ghetto. Et cette vision du thug révolutionnaire qui fait face à l'État, il l'a beaucoup développé dans ses 2 premiers albums solo, America's Most Wanted et Death Certificate. Et je pense que Tupac, qui est arrivé un peu après Ice Cube, qui aimait beaucoup Ice Cube, a fortement été influencé aussi par lui dans sa vision du thug révolutionnaire. Par exemple, Tupac, il avait écrit un code de la thug life à l'époque des émeutes de Los Angeles de 1991. C'était une sorte de 10 commandements du gangbanging pour éviter les meurtres entre noirs, pour éviter la guerre entre les Crips et les Bloods, et c'était une initiative qui est très louable, mais en même temps, il a voulu imiter un mode de vie qui n'était pas le sien, et contrairement à Ice Cube, il n'a pas grandi dans les ghettos de Los Angeles. La thug life de Tupac, c'est pas juste être un révolutionnaire, c'est aussi purement et simplement de la gangsta shit. Il a imité finalement la gangsta shit des Crips et des Bloods de LA, qui fait que quand il a été libéré par Suge Knight de prison et qu'il a signé chez Death Row, il a voulu montrer sa loyauté à la vie, à la mort, et montrer qu'il était un soldat prêt à mourir pour son label, ce qu'il a littéralement fait, parce que le 13 septembre 1996, après le combat de Mike Tyson, il tabasse Orlando Anderson, un Southside Crip, donc un gangster qui était supposé avoir volé la chaîne d'un membre de Death Row, et comme par hasard, Tupac meurt dans un drive-by shooting quelques heures plus tard en se faisant cribler de balles dans la BM de Suge. Ice Cube, lui, a un peu plus évité les coups fourrés. Par exemple, il y a cette interview où il est avec Snoop et où il dit qu'il avait salué Snoop alors qu'il allait à une partie de Death Row sur un yacht, mais qu'il a refusé d'aller à la fête parce que... Doc, I'm like, man, I'm not getting in the water with Death Row. Bref, Ice Cube est toujours vivant et eh bien, il a fini par devenir ringard. Le rap, en fait, c'est comme toutes les musiques. Un jour, t'es big, le lendemain, t'es un ringard. Il y a des rappeurs, des très grands rappeurs dans les années 2000 qui sont complètement tombés dans l'oubli. Par exemple, Ja Rule, qui était énorme. Et puis, il y a eu le clash avec 50 Cent qui lui a été fatal. On regarde des gens comme Fabulous, des gens comme Cameron. Ils étaient vraiment énormes dans les années 2000. Et aujourd'hui, qui les connaît? Mais le fait de mourir à 25 ans, ça donne des icônes qui sont quasiment incritiquables. C'est quasiment un blasphème de les critiquer. C'est cette vision rock'n'roll du mec qui est mort à 25 ans, qui a jamais été récupéré par le système. Mourir à 25 ans... c'est toujours mourir à 25 ans, c'est-à-dire c'est une vie jetée aux orties, c'est un énorme gâchis. Et on dit souvent que Tupac avait une grande intelligence, une grande vision. Donc imaginez, s'il avait déjà ce niveau de clairvoyance à ce si jeune âge, et il aurait certainement pu faire de grandes choses, explorer un peu plus la politique, bien sûr continuer le rap, certainement continuer le cinéma, sans doute avec succès, parce qu'il était déjà pressenti par exemple pour jouer Mace Windu dans Star Wars. Quant à Biggie, peut-être prendre et garder le trône de roi de New York à la place de Jay-Z. Tout ça pour dire, aimez-vous vivants, aimez les rappeurs vivants, rendez-leur hommage vivant, morts ils en auront plus rien à foutre. Je vais vous laisser avec un extrait de Ahmed Bernaoui, un grand musicien de Chabi algérien dans le documentaire El Gusto, paix à son âme. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. J'ai sacrifié ma vie على ديال بلادي على ديال فني ومع الاخر هذا هو الميرسيمون علاه je demande pas la charité quand même mais ne serait-ce que يجوا قال نفكروه وراه شونتير هذا ماشي بان شي با نشوفوه et après من بعد الموت تاعي يبداو يتجاراو مات فلان ولا مات فلان ولا نديروا له hommage. Je n'en veux pas d'hommage. S'ils veulent me faire un hommage, ils ont qu'à le faire maintenant, pendant que je suis vivant. Après ma mort, c'est fini. Oh, quand même. See you later.